Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ce plateau de Digital Habitat, les journées connectées de l'immobilier social. Deux conférences ont déjà eu lieu ce matin, très intéressantes, et nous en avons trois de programmées pour cet après-midi. Cette troisième table ronde de la journée va être pour nous l'occasion d'aborder les opportunités du digital pour passer de l'exploitation à la valorisation du patrimoine. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec directement un premier tour de table de nos intervenants qui va vous permettre de les présenter, de donner quelques chiffres sur leur structure, le nombre de logements qu'ils gèrent ou qu'ils bâtissent, leurs implantations et terminer par quelques mots sur leur vision de l'avenir de ce métier, de l'exploitation, de la valorisation du patrimoine par le digital. On commence par vous, vous êtes en distance, monsieur Nicolas Blanchard, bonjour. Vous êtes manager pôle ingénierie chez CDC Habitat. Et alors, on vous écoute, vous êtes le premier à passer. Voilà, quelques mots sur votre structure et puis sur votre vision des outils digitaux. Écoutez, merci de cette invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, le groupe CDC Habitat, c'est aujourd'hui un opérateur immobilier global sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents, y compris sur les territoires et départements d'outre-mer. Nous gérons plus de 500 000 logements aujourd'hui sur l'ensemble de ces territoires. Nous sommes le premier bailleur de France. On est une filiale 100% de la Caisse des dépôts et de consignation. Et nous avons une ressource de plus de 9 500 collaborateurs aujourd'hui. Voilà, nous logeons donc plus d'1 million de personnes aujourd'hui sur l'ensemble de ces territoires. Et nous avons une capacité de production de plus de 175 000 logements qui est aujourd'hui annoncé publiquement d'ici 2029 à peu près. Alors, notre vision du digital, si je peux me permettre, effectivement, c'est d'abord l'impact du digital sur nos métiers, les métiers de l'exploitation et de la maintenance. Et c'est donc une spécialité. C'est d'abord un plan stratégique numérique d'entreprise dans lequel nous sommes inscrits. Qui est positionné sur trois bénéfices en ce qui me concerne. Le premier, c'est la satisfaction de la clientèle. Le deuxième, c'est la performance de l'exploitation du patrimoine. Et le troisième, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs sur le terrain. Aujourd'hui, aucun des projets du groupe n'est instruit chez nous sans aucune approche numérique et digitale. C'est aussi le développement de nouveaux outils de travail. C'est évidemment une évolution des métiers de l'exploitation et de la maintenance, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis, c'est aussi enfin un habitat connecté au service de la clientèle, des locataires et surtout de la ville. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Blanchard. Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir pendant cette table ronde qui va durer à peu près 1h15, 1h30. Cyril Fabre, nous passons à vous. Vous êtes directeur d'exploitation chez Paris Habitat. Même question, une petite présentation de votre structure, même si on en a eu un aperçu ce matin, mais surtout votre vision du digital dans ces métiers de l'exploitation. Oui, mais bonjour à tous. Effectivement, donc Cyril Fabre, directeur d'exploitation de Paris Habitat. Paris Habitat, c'est 125 000 logements sur Paris intramuros et très proche banlieue. C'est un Parisien sur 9 que nous logeons. Et c'est 2800 collaborateurs, effectivement, qui sont répartis sur l'exploitation de ce patrimoine. Et 1100 gardiens, j'insiste et je mets en avant cette force. Ça signifie qu'on a un gardien pour environ 100 logements et avec donc un impact très fort dans l'exploitation du quotidien. Concernant le digital, tout simplement, c'est un chantier permanent. Et c'est aussi le constat, pour commencer, que si la gestion locative est dotée d'un ERP et est dotée d'outils qui est central dans le fonctionnement de nos organismes, les métiers de la technique n'ont pas cet équivalent. Et donc ça signifie qu'effectivement, à travers tout ce qui a pu être dit depuis ce matin notamment, on se rend compte qu'on est sur des programmes et des projets au long cours, avec des plans stratégiques à établir et avec justement des politiques complètement à définir autour de cette volonté. Je reprendrai les mots de mon prédécesseur. On est évidemment sur l'amélioration de la qualité de service. On est sur une fluidité et une amélioration de tout ce qui est attrait à l'activité de tous les collaborateurs des organismes. Et on est évidemment sur l'amélioration de la performance à travers la maintenance et l'exploitation. Très bien, merci beaucoup pour cette concision. Sébastien Métayer, à distance également, directeur du développement durable du patrimoine chez Habitat 76. Monsieur Métayer, nous vous écoutons.
Bonjour à toutes et à tous. Habitat 76 est un office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime qui gère près de 30 000 logements sur un peu moins de 200 communes, avec un développement de l'offre entre 300 et 400 logements actuellement. Le BIM GEM, puisqu'en interne nous l'appelons ainsi, le BIM Gestion, Exploitation, Maintenance, cela fait maintenant une petite dizaine d'années que nous sommes initiés, que nous essayons d'ouvrir à chaque fois des nouvelles fenêtres, tant sur le plan serviciel à l'attention des locataires, mais aussi en interne pour faire évoluer également nos métiers et nos compétences. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé du BIM ce matin lors de notre table ronde sur la conception et la construction. Mais effectivement, il y a un volet du BIM et de cette maquette numérisée qui concerne l'exploitation. Et on en parlera dans cette table ronde. Guillaume Viel, bonjour. Vous êtes directeur immobilier et patrimoine chez Batigère. Bonjour à tous. Batigère a été créé dans l'Est de la France pour loger les salariés de la sidérurgie, donc c'est un ancien groupe HLM. Aujourd'hui, le réseau Batigère a 150 000 logements sur l'ensemble des régions françaises. Batigère en Île-de-France, que je représente aujourd'hui, c'est 35 000 logements sur l'ensemble du territoire francilien, pour à peu près 500 collaborateurs, dont 250 personnels de proximité. En termes de production, c'est à peu près 800 logements neufs par an pour Batigère en Île-de-France, pour environ 1000 logements réhabilités. Donc je partage les propos. Nous, je trouve qu'on est un petit peu en retard par rapport au métier de la gestion locative sur la numérisation. Ils sont allés plus vite que nous. Ça a été dit ce matin. Aujourd'hui, nous, on est en plein chantier. On vient de terminer notre chantier plan stratégique de patrimoine. On commence notre chantier base patrimoine. Donc aujourd'hui, on essaie de rattraper notre retard. Très bien. Ça va être très intéressant de vous entendre sur ces sujets. Jérôme Puel, bonjour. Vous êtes à distance également. Vous êtes directeur général de Arcade. Eh ben, même question pour vous, monsieur Puel. Alors, je ne suis pas tout à fait directeur général d'Arcade, je suis directeur général délégué de la holding de logement social du groupe. Très bien. Et donc, le groupe Arcade Vive, c'est 170 000 logements en patrimoine. Nous produisons chaque année de l'ordre de 5 000 logements. Nous avons bien sûr une très grosse activité sur le logement social et nous avons aussi une activité sur le logement privé qui nous permet d'avoir des complémentarités. Et puis, depuis 2 ans, nous sommes mariés avec le groupe Vive, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous connaissez quand même, qui est la première mutuelle de France, qui rassemble la MGEN, Rhône Mutuelle et d'autres grandes mutuelles françaises. Et nous avons fait ce mariage pour avoir la double expertise logement et santé, qui est un axe stratégique très fort pour nous. En ce qui concerne notre stratégie digitale, on a 3 grands axes sur notre stratégie digitale. On a l'expérience client, un ensemble d'actions pour améliorer l'expérience que les locataires, les demandeurs, les accédants vivent quand ils ont des interactions avec nous. On a un axe sur les processus internes, qui inclut bien sûr la gestion patrimoniale, et puis un chantier transversal sur la donnée. Monsieur Puel, est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher de votre micro, peut-être parce qu'on a du mal à vous entendre toujours très bien? Très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu mieux. Je vais essayer de parler fort. Et par rapport au digital, la seule chose que je vais dire à ce stade, c'est que ce qui me semble important par rapport à l'exploitation, c'est de voir comment le digital peut bien sûr nous permettre d'améliorer nos performances opérationnelles, nos processus internes et au patrimoine, mais plus largement, comment toute la gestion numérique du patrimoine peut accélérer la stratégie d'entreprise, la transformation de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on a basculé, si on a basculé vers la digitalisation? Peut-être avec vous, Cyril Fabre. D'où est-ce qu'on vient, chez Paris Habitat en tout cas? Depuis combien de temps la digitalisation est en route, rend des services? En fait, c'est un mouvement qui nous est un peu imposé par nos prestataires, dans le sens où ce sont eux qui, les premiers, se sont lancés dans cette voie-là, tout simplement parce qu'eux, ils avaient dans leurs outils de production et dans leur manière de fonctionner le besoin de passer vers le numérique, de digitaliser, pour pouvoir avoir une interconnectivité en interne qui soit meilleure, être en capacité de mieux planifier leur intervention. Et petit à petit, ils nous ont embarqués avec eux dans cette expérience. Avec la difficulté qui est qu'à un prestataire correspond un outil particulier, correspond
une plateforme de données et un certain nombre d'éléments qui peuvent nous être transmis. Et toute la difficulté que nous avons à ce moment-là, c'est justement de se retrouver face à cette palette d'outils et d'offres qui nous sont proposés par l'extérieur pour voir comment on essaye de compiler tous ces éléments-là et comment on essaye d'en décrocher quelque chose de cohérent et d'homogène. Après, ça a été dit aussi dans les rendez-vous de ce matin, on est sur des éléments qui sont en perpétuel mouvement. On est sur un écosystème qui vit et sur lequel il faut qu'on soit capable de temps en temps de se marquer des temps d'étape pour justement faire le bilan de quelles briques on a utilisées, quelles briques on a été chercher en ce qui concerne le numérique, les plateformes, les gestions de données numériques, le BIM, à quel moment on rentre dedans ou pas, pour dire c'est bien, maintenant on a des petites touches qui sont présentes un peu partout dans le panorama de notre exploitation. Quelle cohérence on y donne ? Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'aussi on redevienne maintenant acteur et décideur de la façon dont on veut appliquer ce plan de stratégie. Et que quelque chose qui nous a été d'abord proposé et sur lequel on a collaboré, on en devienne l'architecte définitif. Oui, parce que vous êtes quand même au centre de toute cette activité. Guillaume Viel, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Chez Batigère aussi, vous êtes arrivé par les demandes des prestataires. C'est les prestataires qui ont été agiles en premier, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a une stratégie, une volonté plus ancienne? Oui, je partage ce qui a été dit. Aujourd'hui, effectivement, nos prestataires ascensoristes, nos AMO, effectivement, on l'a donné. Aujourd'hui, qu'on n'est pas encore capable de récupérer et de capter, donc on est obligé quelque part de les croire sur parole. Et c'est un objectif pour nous de recapter cette donnée. Pour compléter un petit peu les propos, nous, c'est venu aussi par un contexte un peu particulier d'une fusion. Batigère en Île-de-France a fusionné il y a 3 ans à peu près maintenant, entre 3 bailleurs. Donc aujourd'hui, à l'époque, on avait 3 services patrimoine qui ont fusionné, qui avaient chacun une connaissance partielle de leur patrimoine. Personne n'avait une connaissance globale, donc c'est difficile de définir un plan d'action et de prioriser nos travaux. Et le numérique, c'est un peu imposé à nous pour avancer rapidement dans ce contexte de fusion. Je me tourne vers nos intervenants à distance. Nicolas Blanchard, même question. Par où vous êtes arrivé à la digitalisation ou au début de la digitalisation de vos métiers? Alors nous, c'est peut-être un petit peu effectivement différent, même si je rejoins effectivement les intervenants sur l'approche dans l'exploitation qu'ils ont. Mais nous, on a une particularité, c'est que dans l'intérieur de la stratégie numérique d'entreprise, dans lequel on est engagé particulièrement dans les métiers d'exploitation depuis un peu plus de 5 ans. On a dû digitaliser effectivement nos process du fait de l'émergence de nouvelles activités dans le groupe qui sont nées par une opération, je dirais, de croissance du groupe. Et ces activités, ce sont des activités aujourd'hui d'asset management ou de property management dans lequel on essaye d'inscrire l'ensemble de nos collaborateurs de la filière technique patrimoine, et donc ceux qui sont directement en lien avec l'exploitation. Donc voilà, le seul marqueur, je dirais, différenciant un peu par rapport à ce qui vient de se dire, c'est cette partie d'émergence de nouvelles activités dans lesquelles on doit accompagner l'ensemble de nos collaborateurs. Sébastien Métayer, cette stratégie d'entreprise, elle apparaît chez vous aussi? Alors, elle apparaît, juste un petit bémol par rapport à ce qui a été dit avant. Juste un bref historique pour Habitat 76 dans le volet gestion, exploitation, maintenance. À l'origine, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a une personne qui sent quelque chose, qui voit quelque chose. Et en 2010, quand Éric Gimmer, notre directeur général actuel, a à sa tête les systèmes d'information et également la maîtrise d'ouvrage, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on a pris 2 chemins. On a pris un premier chemin sur les opérations de construction neuve, et très rapidement, on s'est dit, on va obtenir des livrables numériques. Qu'est-ce que l'on va en faire? Est-ce que ça va finir au fond d'un placard tel que le dossier d'ouvrage exécuté comme un dossier papier, ou au fond d'un serveur? Donc, on a numérisé en même temps tout notre patrimoine entre 2013 et 2015 pour pouvoir avoir la croisée des chemins en 2015 où les opérations de construction neuve viennent se déverser dans notre base patrimoniale qui couvre l'ensemble des 30 000 logements. Donc, je dirais qu'à l'époque, on a surtout essayé de trouver des prestataires, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, ce qui n'est pas une mince affaire, pour pouvoir avancer
et anticiper ce volet gestion, exploitation, maintenance, puisque, outre les avantages du BIM en construction neuve, c'est surtout les 50 ans qu'il y a après qui sont importants. Donnez-nous des exemples de ce que ça permet d'avoir numérisé depuis 2013. Ça fait déjà, voilà, comme vous dites, une personne un petit peu qui anticipe, qui est un petit peu visionnaire. Et en 2013, elle a l'idée de lancer ce chantier qu'on imagine déjà un peu important pour l'époque, de numérisation du patrimoine. Qu'est-ce que ça permet aujourd'hui d'avoir ce petit temps d'avance? Donc, l'initiation, c'est 2010. Et 2015, on a toute notre base patrimoniale numérisée. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'avoir, outre les aspects des plans, outre les plans en 2D ou en 3D, outre ça, le plus important, c'est toutes les datas qu'il y a derrière. C'est l'accès à l'ensemble des données. Exemple concret, tous nos équipements de sécurité, par exemple, dans nos bâtiments, sont représentés. Et derrière, d'un simple clic, on a accès à tous nos quitus, tous nos bordereaux de visite de maintenance. Il y en a près de 80 000 à l'échelle de notre parc chaque année. Et donc, en un clic, on voit tout de suite quand est-ce que la maintenance a eu lieu. Et puis également des remplacements d'équipements, des portes palières, des fenêtres, de l'isolation thermique. Quand est-ce qu'on les a remplacés? À quelle date? Et derrière, avec une base de prix, ça nous permet de travailler sur une programmation dans le cadre de notre plan stratégique de patrimoine avec une base de données extrêmement riche. Merci. Jérôme Puel, à votre tour, où est-ce que vous en êtes chez Arcade? D'où est-ce que vous partez? Et quelle est la situation d'aujourd'hui? Oui, alors nous ne sommes pas du tout partis a priori sur le patrimoine, on est vraiment parti de l'expérience client. On a fait le constat il y a quelques années, 5 ou 6 ans, du décalage qu'il y avait beaucoup encore dans notre secteur par rapport au parcours client que tous nos locataires peuvent avoir par ailleurs. Aujourd'hui, ce sont Amazon et Airbnb qui fixent les règles du jeu. Et donc, quand un locataire se connecte sur son extranet, il s'attend à avoir cette fluidité-là. C'est ça qui fixe la norme. Donc, on met forcément un peu la pression. Et évidemment, on n'est pas complètement aidé par les formulaires SERFA et par la vérification de toutes les pièces que l'on doit faire. Ça casse un petit peu le parcours client, mais on doit être capable de trouver des solutions. Donc, nous, c'est par là qu'on est rentré. La digitalisation des parcours clients, passer en revue toutes les interactions que le client a avec nous et voir comment on peut apporter de la fluidité, de la personnalisation, de la réactivité. Et puis, je vais rejoindre ce qui a été dit par les confrères, en particulier Cyril Fabre sur Paris Habitat, sur l'aspect prestataire. C'est aussi comme ça qu'on est rentré sur le sujet patrimoine. La particularité de nos métiers, je crois, c'est qu'aujourd'hui, ce sont nos prestataires qui font notre qualité de service. Certes, c'est nous qui en sommes responsables, c'est nous qui devons rendre, au sens où c'est nous qui devons rendre des comptes, qui devons expliquer pourquoi on atteint un tel niveau, notre satisfaction, on ne se dépose pas du tout. Par contre, on n'est pas aux manettes, et ce sont nos prestataires qui assurent cette qualité de service. Donc, le fondamental dans notre travail, la tâche de base au niveau du patrimoine, c'est de savoir si le prestataire est intervenu, est-ce qu'il a fait son travail, tout simplement savoir s'il est passé, s'il a fait sa visite ou pas. Et c'est là qu'on rentre dans l'interaction patrimoniale et où la donnée patrimoine devient un enjeu crucial pour la transformation de l'entreprise. Très bien, merci Jérôme Puel. On a un petit problème technique sur votre micro. Voilà, je pense qu'on va vous appeler sur votre téléphone portable. Soyez attentifs pour qu'on essaie de régler ça pendant qu'on continue le débat. Jérôme Puel a parlé de la satisfaction client en ces termes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on l'a abordé aussi ce matin. Aujourd'hui, les gens commandent sur Amazon, ils voient leur colis arriver, ils se connectent sur Airbnb, sur des sites comme ceci, Uber, etc. Tous les nouveaux entrants du numérique depuis 10 ans, ils s'attendent à avoir aujourd'hui le même niveau de service, de prestation, de facilité, d'agilité sur leurs relations avec leurs bailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? C'est évident qu'effectivement qu'ils ont aujourd'hui défini des standards, mais c'est valable quelque part pour nos locataires comme pour nos salariés. Aujourd'hui, un outil doit être ergonomique, on doit apprendre tout seul en utilisant l'outil. Aujourd'hui, une formation sur un outil, c'est évidemment nécessaire, mais trop de formation, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui sur l'outil, et on se doit aujourd'hui effectivement de travailler sur les outils ergonomiques. On voit Google ou autres
d'autres où finalement il y a énormément d'applications Google avec une appli, une fonction, alors que toutes les applis entre elles sont reliées. Il faut qu'on fasse la même chose, nous, avec en interne, avec peut-être un outil plan stratégique de patrimoine, un outil base patrimoine. Mais aujourd'hui, on se doit d'aller vers ça. Nicolas Blanchard, on a parlé de data, de données. Vous êtes un acteur national avec plusieurs entités. Comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on harmonise la gestion de la data ? Alors, c'est pas si simple que ça, effectivement. Et ça part un petit peu comme l'a évoqué M. Métayer, d'une numérisation de l'ensemble du patrimoine. Donc, on est passé, nous aussi, par cette étape de vectorisation de l'ensemble de nos bâtiments, qui nous permettent aussi, effectivement, d'intégrer de la donnée, de récupérer de la donnée, de faire de la commande sur plan et d'avoir un outil d'aide à la décision dans les PSP, dans les programmations pluriannuelles. On a aussi aujourd'hui beaucoup de travaux engagés, d'expérimentations qui ont été engagées sur le sujet de l'IoT, des infrastructures smart building et des objets connectés. Donc aujourd'hui, nos bâtiments sont en capacité de dialoguer avec nous, de nous remonter un certain nombre d'informations très utiles qu'on est capable de capitaliser et de valoriser pour la mettre à disposition à la fois de nos clients, comme je le disais tout à l'heure, en évoquant les sujets de fidélisation clientèle, de satisfaction client, de personnalisation sous une certaine forme d'un certain nombre de services. Potentiellement, c'est aussi quelque chose vers lequel on peut aller et qui finalement répond aussi quelque part à la question précédente. Et puis, ces données, elles nous permettent aussi d'être valorisées auprès de nos exploitants, de nos prestataires, de nos partenaires, de nos fournisseurs qui en ont besoin pour améliorer leur performance dans la maintenance. Et donc, en ce sens-là, ces données-là, qui sont relativement nombreuses, quand elles sont mises à disposition de ces partenaires, elles permettent de mieux apprécier ce que l'on appelle aujourd'hui de la maintenance prédictive ou de la maintenance prévisionnelle. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de maintenance prévisionnelle avant d'en arriver au prédictif, qui est un domaine aujourd'hui plus industriel que ce qu'on peut le connaître aujourd'hui et ce qui a pu être développé dans l'habitat. Mais c'est des pistes sur lesquelles aujourd'hui on est engagé avec l'ensemble de nos partenaires dans des relations qui sont toujours aujourd'hui contractualisées, bien entendu. Sébastien Métayer, la donnée, la data, c'est la clé ? La donnée, c'est effectivement la clé. Et je dirais le plus important aujourd'hui, c'est l'accès à la donnée. C'est combien de temps en secondes ou en minutes il nous faut pour avoir accès à l'information que l'on souhaite. Alors, à la fois en interne, en fonction des métiers, mais également, l'étape d'après, c'est pour les clients, pour les locataires. En combien de temps ils vont pouvoir avoir accès au suivi de leur intervention technique, puisque leur priorité numéro 1, c'est clairement le suivi de la réclamation technique, notamment, que l'on voit sur les différents groupes. Donc, le fait d'avoir un suivi de la livraison de son colis ou de la commande de sa pizza au même titre qu'une demande d'intervention d'un locataire d'Habitat 76, voilà l'ambition. Donc, actuellement, on est en phase test. Voilà l'ambition de pouvoir avoir très rapidement accès à l'information, d'avoir un suivi du traitement de sa réclamation. Et toutes les données qu'il y a derrière permettent d'avoir une base solide, d'avoir à tout moment des requêtes très opérationnelles qui répondent aux besoins des services internes par rapport à différentes questions et sujets ou enjeux stratégiques sur lesquels on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ça passe par des outils que vous mettez en place, très simples, mais pour lesquels il faut investir, l'Internet des objets, des capteurs de débit d'eau, de température, de la géolocalisation de vos équipes ou de vos prestataires, et l'interconnexion, surtout l'interfaçage de toutes ces données? Alors, vous avez raison, l'enjeu principal de tous ces outils, c'est l'interopérabilité entre l'ensemble des systèmes et aussi comment est-ce que l'on fait pour fiabiliser au maximum la data. Parce que la data qui a une véritable valeur, elle est bonne à un instant T. Peut-être qu'à T+1 ou T+2, elle n'est plus bonne. Donc, il faut absolument enrichir, y passer du temps, faire évoluer les compétences. Sur le volet IoT, donc on a quelques expérimentations en IoT.
y compris une résidence notamment où on a essayé de mettre le paquet sur l'ensemble des services, y compris des services partagés, et y compris accès à un certain nombre de données en termes de consommation et d'anticipation par rapport à l'occupation du logement. Donc là, il y a un véritable enjeu par rapport à l'avenir, et c'est surtout l'interopérabilité et l'actualisation des données. Cyril Fabre, vous qui dirigez l'exploitation de Paris Habitat, qu'est-ce que vous pensez de ce que disent Nicolas et Sébastien sur la data et sur l'interopérabilité de la data? C'est tout l'enjeu. Et ce qui transparaît aussi à travers nos témoignages, c'est cette donnée. Quel maillage on lui donne, quelle granulométrie on lui donne, quel va être l'intérêt dans le temps de la conserver et de travailler avec. On parle de programmation, jusqu'à quel niveau fin on veut aller en programmation. On parle de demande d'intervention, à qui la donnée qui va être relative à cette intervention, on va la diffuser, en externe, en interne pour nos collaborateurs. Cette donnée, il faut qu'elle soit avec un périmètre connu et qu'elle soit surtout partagée par un flot d'utilisateurs qui soit aussi déterminé. On cite Amazon, ça signifie qu'il y a quelques années, le locataire venait faire une intervention, il le marquait dans une main courante. Aujourd'hui, ils tweetent, ils utilisent tous les réseaux qu'on peut envisager. Donc, à partir du moment où il y a une réponse qui leur est donnée, on n'a pas qu'un seul canal aussi pour leur restituer cette réponse. Donc, plus on aura la capacité de dire le prestataire intervient à telle date, que ce soit par le prestataire en direct, par le gardien qui a la même information que la secrétaire d'accueil de l'agence, là, on aura gagné quelque chose en crédibilité et en valorisation du service. Aujourd'hui, 31 mars 2021, vous en êtes où sur ces sujets-là? Donnez-nous un exemple de ce qui fonctionne chez Paris Habitat, par exemple. On essaye de plus en plus, en tout cas, de tracer cette information à travers des applications métiers. Ça fait aussi partie des choses, on a parlé conduite de changement tout à l'heure, il faut qu'on l'intègre, c'est-à-dire que la numérisation n'aura un réel impact dans nos organismes si tout collaborateur qui peut en bénéficier, il voit un intérêt dans sa façon de travailler et dans l'évolution de son métier. On a des applications internes autour de la sécurité technique que nous sommes en train de déployer pour nos gardiens à travers des nouveaux outils, et ça signifie que c'est une révolution pour eux. Ils passent du tout papier avec du recensement de dysfonctionnement dans la cage d'escalier, sur les organes de sécurité incendie, sur les organes de sécurité technique, l'électricité, etc., etc., à un moment où cette capitalisation était un échange complètement tracé, mais papier. Aujourd'hui, on passe sur du temps réel. Le dysfonctionnement qui est constaté un jour peut être levé le lendemain par le même opérateur. Et cette information, elle est communicable et elle est connue de son gérant, de l'agence. Et on peut ensuite partir sur les extractions de bases de données, comme le précisait un de mes prédécesseurs. Donc, c'est typiquement vers ça qu'au moins en interne, on est en train de se formaliser, de travailler. Parce que derrière, ça signifie que ce sont les métiers de nos collaborateurs qui évoluent. C'est d'autres missions qu'ils commencent à remplir. Et ça nous oblige aussi à ce moment-là à se réinterroger sur la nature même de nos métiers et comment on les fait évoluer avec le digital. Ok. Et la technique suit aujourd'hui, ou est-ce que ces problèmes d'interopérabilité sont vraiment aigus? En fait, je ne pense pas qu'il faille se poser la question comme ça, dans le sens où si on regarde le bilan et la façon dont les choses évoluent, il faut s'interdire de se mettre des barrières. Je donne un autre exemple. Tous, je pense, autour de la table, on a développé des outils il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, si on les regarde, ces outils-là, on ne va pas les trouver désuets, mais en tout cas, on va dans leur logistique, dans leur packaging, dans leurs fonctionnalités. 5 ans plus tard, on a l'impression d'être sur des choses qui sont archaïques. Alors que, on a parlé ce matin sur les applications. Exactement. Alors qu'il y a 5 ans, quand on les a mis en place et qu'on a participé à leur élaboration, on y voyait des vraies plus-values et on voyait des façons de travailler différemment. 5 ans plus tard, on est déjà dans l'évolution 2, 3, etc. etc. C'est très intéressant. Jérôme Puel, vous êtes de nouveau avec nous, vous nous entendez? Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? C'est formidable, vous avez un son excellent, très bien, on vous entend très bien. Sur ces sujets de données aussi, de partage de données avec les prestataires, mais aussi de partage de données et d'exploitation en interne, de recueil de mesures, de recueil de la donnée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire chez Arcade? Alors d'abord peut-être sur un retour d'expérience, moi j'aurais envie de parler des objets connectés, et plus particulièrement des équipements techniques connectés. C'est quelque chose qui est aujourd'hui assez mature et qui est très développé dans la plupart des sociétés de notre groupe. Donc on a des ascenseurs connectés, des caissons de VMC connectés, des compteurs connectés, des chaufferies connectées. Et ça marche très bien. Ça a permis de vraiment transformer nos processus internes sur la gestion du patrimoine.
Pour illustrer ça, on peut parler un peu des ascenseurs, par exemple, hein, qui sont des équipements évidemment très sensibles et qui sont source d'une grande insatisfaction si les problèmes ne sont pas traités très vite. Bon, eh bien, en mettant des capteurs sur les ascenseurs, ça permet, c'est à la fois utile à très court terme, puisque les alertes sont directement transmises à nos prestataires qui peuvent intervenir tout de suite, sans que nos équipes aient à jouer un rôle d'aiguilleur sur des tâches à faible valeur ajoutée, et plutôt de repositionner nos équipes sur la supervision, l'évaluation des prestataires. Et c'est aussi utile sur du moyen terme, sur du reporting, pour suivre dans l'ensemble le parc d'ascenseurs, hein, si je garde cet exemple, et pouvoir orienter notre politique d'investissement. Donc, à titre peut-être anecdotique, mais je trouve que c'est assez signifiant par rapport à ce que les données techniques peuvent nous dire. Sur les courbes d'utilisation de nos ascenseurs, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a vu une chute drastique de l'utilisation le 17 mars 2020 précisément, et ce pendant un mois. Par contre, on a cherché du côté du mois de novembre, et là, on n'a vu aucune trace d'inflexion sur les courbes des ascenseurs. Donc, chacun pourra en tirer les conclusions qu'il souhaite sur l'efficacité du confinement. Enfin, toujours est-il que c'est à travers cette donnée qu'on remonte, au-delà des alertes qui sont extrêmement efficaces, eh bien, on peut aussi en faire des outils de pilotage du parc. Entendons-nous bien sur un plan purement technique, on est entre techniciens ici, ce sont des capteurs, ces objets connectés qui peuvent s'intégrer à un parc existant, ancien, des ascenseurs qui sont là depuis 10 ou 20 ans, sans problème. J'imagine bien qu'un ascensoriste aujourd'hui qui installe un appareil neuf dans un logement neuf, dans un bâtiment neuf, il est connecté, c'est presque même pas une option. Mais aujourd'hui, il y a des objets facilement qui peuvent se mettre sur des systèmes de VMC, des ascenseurs, ce genre de choses. Et pour des investissements abordables. Oui. Ben, comme souvent, il y a différents niveaux, mais globalement, aujourd'hui, les prix des capteurs ont beaucoup baissé. Ça devient tout à fait abordable. Très bien. Guillaume Viel, sur cette connexion d'objets dans votre patrimoine chez Batigère. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de BIM, et effectivement, autant le BIM est très compliqué, très coûteux, enfin, oui. Ça implique une restructuration complète de l'organisation. Autant sur ces objets connectés, c'est facile. On fait tous des expérimentations à plus ou moins grande échelle sur des équipements techniques. Je ne vais pas reciter tout ce qui a été dit, mais sur les chauffages, chaufferies, ascenseurs, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Autant mettre en place un BIM sur un patrimoine existant, c'est compliqué. Autant équiper des équipements existants de capteurs, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Très bien, et ça permet d'être renseigné très vite, notamment. On parlait de l'ascenseur qui dysfonctionne et qui rend mécontent le locataire, le client. Bon, ben là, vous êtes au courant rapidement. Oui, c'est ça. Ça nous permet effectivement à long terme d'avoir de la donnée, et c'est très intéressant. Puis ça permet aussi de limiter le nombre d'interlocuteurs si un ascenseur tombe en panne. Bon, l'exemple a été dit, mais ça ne repasse pas par nous. Le prestataire est directement informé, le locataire fait sa demande sur notre plateforme internet des clics, l'ascenseur tombe en panne. Aujourd'hui, effectivement, on peut se passer sur ces interventions classiques des services de Batigère dès qu'on est équipé de capteurs, quoi. Très bien. Cyril Fabre, est-ce que dans cette optique, on peut dire que le digital a un impact positif sur la relation humaine avec le locataire, ou est-ce qu'il faut faire attention à ce que le digital ne prenne pas le pas dans la relation ? Nous sommes des bailleurs sociaux, nous représentons ce type d'organisme, et ça a été dit encore ce matin à de nombreuses reprises, le caractère humain ne peut pas s'effacer. Et soyons très clairs, à un moment ou à un autre, malgré les difficultés qu'on a vécues en 2020, il faut que l'humain reste à la main. Donc c'est pour ça aussi que quand on parle d'évolution à travers le digital, c'est être capable de faire la part des choses entre ce que le digital peut nous apporter, mais ne pas se cacher derrière. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, je pense que ce n'est pas notre mission de n'avoir une relation que purement numérique et dématérialisée avec nos locataires. En revanche, le fait d'avoir le digital et le numérique nous permet de leur apporter plus rapidement, de façon plus fiable, de façon plus unitaire, un niveau d'information et de restitution de données qui va les satisfaire. Et puis c'est aussi par ce biais-là, à travers les objets connectés dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de la consommation individuelle, c'est des services et des informations que souvent, ils n'ont pas la capacité d'avoir, qu'on leur met à disposition et sur lesquels on peut échanger parce que ça fait partie des échanges du quotidien entre un locataire et un organisme.
Merci. Vous regardez une conférence de Digital Habitat, les journées de l'immobilier social, et vous pouvez nous poser vos questions. Il y a une petite fenêtre de conversation qui vous permet de poser vos questions par écrit à nos intervenants, et au fur et à mesure de l'avancée de cette table ronde, je les répercuterai, comme celle-ci par exemple, à laquelle plusieurs d'entre vous peuvent répondre. Pensez-vous, nous demande-t-on, pensez-vous que la data peut être pertinente pour évaluer votre patrimoine ou prendre des décisions d'investissement? Guillaume Viel. Aujourd'hui, clairement, j'en avais parlé, on a réalisé effectivement notre plan stratégique de patrimoine en utilisant un outil numérique. On a pour ça effectivement récupéré un maximum de data, alors soit de la donnée technique, soit de l'open data. On a essayé de construire notre plan stratégique de patrimoine, qui est le croisement d'un risque marché et d'un risque produit, effectivement sur de l'open data disponible auprès de tous. Donc clairement aujourd'hui, ça nous a permis d'aller plus vite, plus loin et d'être plus précis et d'avoir une donnée plus comparable. C'est que des fois quand on donne une note, ça peut être contesté, interprété, alors qu'une donnée issue de l'open data, c'est quelque chose de factuel, oui, qui est facilement classable, quoi. Il faisait tant de degrés dans le logement à ce moment-là et c'est pas contestable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre sur cette question d'évaluation du patrimoine, de data pour évaluer le patrimoine ou prendre des décisions d'investissement? Nicolas Blanchard? Si vous me permettez, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Donc juste pour effectivement compléter par rapport à ce que je disais tout à l'heure en introduction sur l'émergence de nouvelles activités dans le groupe. Alors c'est une particularité effectivement du groupe CDC, l'émergence de ces métiers de l'asset management. Et l'asset management, justement, est aujourd'hui basé sur l'analyse de la donnée, l'analyse des data, y compris les data qui remontent d'infrastructures IoT et d'objets connectés. Et actuellement, un exemple concret, c'est la création sur les marchés de l'investissement immobilier d'un indicateur ISR qui est arrivé très récemment sur les marchés et qui permet aux investisseurs dans l'immobilier de pouvoir obtenir des indicateurs de performance sur leur investissement. Donc très clairement, pour produire les indicateurs derrière l'ISR, il y a énormément de données et d'automatisation qui sont produites derrière. Très bien. J'ai beaucoup de questions sur le côté financier et investissement. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui doivent être convaincus, mais qui aimeraient avoir des arguments pour convaincre leur direction. Avons-nous des retours d'expérience financiers sur les bénéfices de l'instrumentation des bâtiments, nous demande quelqu'un. Qui peut répondre sur ce... Je pense que je n'ai pas de réponse. C'est encore un peu empirique, mais, oui, ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est très prématuré dans le sens où la difficulté qu'on va avoir, c'est de ne pas passer sur le spectre d'avoir équipé des bâtiments qui sont relativement récents, qui sont dans des normes de construction qui ne sont pas celles des patrimoines existants. Et là, je parle surtout pour Paris Habitat, quand notre patrimoine a plus de 70 ans d'ancienneté en moyenne. Donc, passer par ce prisme-là, ça me paraît compliqué. Là où, en revanche, petit à petit, sur le patrimoine existant, sans parler de vrais retours d'expérience, le fait d'avoir ce type d'éléments connectés peut nous justifier ou nous valider nos choix sur des opérations de remplacement d'équipements comme du chauffage collectif, etc. La consommation avant et après intervention, là, oui, on est capable de voir. Et le fait de pouvoir capitaliser à grande échelle, après, derrière, on a tous les mêmes réflexes, c'est qu'on sait segmenter notre patrimoine en grandes familles et on sait que telle opération de travaux fait sur ce type de famille, si on a fait quelques tests et quelques opérations par empirisme, on peut se projeter. Mais aujourd'hui, dire c'est la certitude de faire des gains, c'est de la certitude de faire de l'amélioration financière, ça me paraît prématuré. Très bien. Peut-être une question pour Sébastien Métayer, et du coup qui nous fait basculer de la technique et des objets connectés et de la data à l'humain, puisqu'on parlait beaucoup d'humain ce matin, mais quelqu'un nous demande comment acculturer les directions terrain à ce sujet. Et j'y ajoute les directions terrain et puis les gens, les techniciens qui sont sur le terrain, les personnels, les gardiens, etc. Tout projet structurant doit les embarquer et surtout partir de leurs problématiques. Et parfois, le terrain freine. Sébastien Métayer. Alors,
En même temps, pour faire le lien par rapport à une question qu'on avait tout à l'heure, sur le Habitat 76, sur 800 collaborateurs, on a quasiment 450 personnes sur le terrain, avec certains métiers, peu de moyens de connexion, jusqu'à beaucoup de moyens de connexion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute notre base de données, elle est accessible en tout lieu et par tout salarié d'Habitat 76. Cette acculturation, ça prend du temps en termes d'accompagnement. En interne, nous avons géré tout cela en interne au fil des mois, au fil des années. Et puis, fort de différentes expériences, nous avons fini, il y a maintenant 3 ans, par créer un poste de BIM manager. Et il a clairement son rôle, et il est reconnu comme tel en interne, pour accompagner les monteurs d'opération, les conducteurs d'opération, mais aussi sensibiliser, accompagner d'autres services, en ouvrant d'autres fenêtres, comme je le disais dans mon propos introductif, puisqu'aujourd'hui, les maquettes numériques et les données, si on les couple sur un système d'information géographique, cela nous donne un formidable outil d'aide à la décision pour développer de l'offre, par exemple. Être à même, en quelques minutes, de pouvoir se positionner sur engager un projet neuf, à partir du moment où vous avez notre patrimoine qui est autour, le patrimoine concurrentiel, l'ensemble des services de proximité, les transports, les écoles, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une Comcom et à l'échelle encore plus d'un département, c'est ce que nous avons initié maintenant il y a plusieurs années, puisqu'on a notamment une géomaticienne en interne. Et aujourd'hui, en comité d'engagement interne, et aussi les administrateurs membres du bureau du conseil d'administration décident sur la base d'un SIG, d'un système d'information géographique, avec dedans un certain nombre d'informations et de data relatifs en termes d'opportunités et d'approche marketing. Donc voilà, toutes les data, elles sont stratégiques. Très bien. Oui, Guillaume Vielle. Si on peut citer effectivement un autre exemple, c'est pas forcément compliqué. Aujourd'hui, on initie les revues de sécurité avec l'application Sowell. Data, nouvelles technologies, digitalisation, c'est pas synonyme forcément de complexification à outrance. Aujourd'hui, une revue de sécurité, effectivement, qu'on ait un formulaire papier ou un questionnaire numérique sur une tablette, c'est très simple. Aujourd'hui, nos responsables de secteur et nos gardiens qui assurent ces revues de sécurité ont été formés évidemment à l'outil Sowell, mais l'acculturation se fait quand même assez facilement. Tout le monde a des tablettes et des smartphones chez soi, et c'est quelque chose qui est quand même venu rapidement. Et derrière, la plus-value pour nous, effectivement, d'avoir ces revues de sécurité automatiques qui rebasculent vers notre intranet client et qui rebasculent vers les revues de sécurité avec le patrimoine pour les sujets importants, c'est une plus-value monstrueuse. Ce matin, Fabienne Abécassis de Logirem nous disait que eux avaient été un petit peu en retard sur l'équipement des gardiens et qu'ils n'avaient pas du tout à acculturer les gardiens. C'était eux qui venaient vers Logirem en disant « et ma tablette ?» Ils voyaient bien leurs collègues, leurs confrères qui étaient équipés et qui faisaient remonter des données comme ça. Jérôme Puel, peut-être chez Arcade, où est-ce qu'on en est de ces sujets d'emmener les équipes dans cette digitalisation? On a vu que la technique, ça suit, les données, c'est presque bon, ça va être interopérable bientôt, mais quid de l'humain, du gardien, du technicien, du prestataire? Alors d'abord, je pense que dans tous les projets digitaux, quand ça ne marche pas, c'est très souvent à cause de l'humain, très rarement à cause de la technique. Donc c'est valable pour les projets dont on parle là, mais comme sur tous les projets de transformation digitale, il faut forcément associer les personnes concernées dès le départ. Je pense que c'est un des points clés. Et puis derrière ça, il y a l'idée de bien répondre à un cas d'usage. Donc il ne s'agit pas de penser une solution et un outil de manière un peu techno en centrale ou au siège, et puis ensuite le balancer aux équipes en disant il n'y a pas d'adhésion, il faut les accompagner. Non, moi je constate plutôt que quand les équipes sont embarquées dès le départ et qu'elles y trouvent leur intérêt, qu'elles voient l'intérêt du projet qu'on leur propose et ce que ça va changer pour elles dans leur métier, eh bien, généralement, il y a une adhésion. Je vais faire le lien avec le sujet donné que vous abordiez précédemment. Quand on a identifié le périmètre de données pertinent, ce qui est déjà un travail en soi, eh bien, il faut toujours se demander qui va la mettre à jour. Une donnée utile qu'on n'est pas capable de mettre à jour, autant ne pas la suivre. Et donc, pour mettre à jour nos données, il y a essentiellement 4 possibilités. Soit c'est nos équipes, soit c'est nos prestataires, soit ce sont nos locataires, soit ce sont via des objets connectés.
Pour ce qui est de nos équipes, mais je dirais de la même manière nos locataires, quand on veut les mettre à contribution pour mettre à jour des données, il faut qu'ils y voient leur intérêt, il faut qu'ils voient à quoi ça sert. Pour côté locataire, les locataires seront très volontaires pour signaler des choses qui ne marchent pas. Donc ça nous simplifiera le travail, dès lors qu'ils voient qu'on intervient vite et que leur requête a été utile. Pour nos équipes, finalement, c'est un petit peu la même chose. Si il y a une plus-value métier, on embarque les équipes sans trop de difficultés. C'est plutôt quand on ne fait pas les choses dans le bon sens. Et puis je pense qu'on a tous connu des projets comme ça qui ont été un petit peu trop faits en centrale et où au final, il n'y a pas eu l'adhésion attendue parce qu'on n'avait pas associé l'utilisateur. Très bien, merci. Nicolas Blanchard, vous êtes raccord avec ce que dit Jérôme Puel? Ça se passe comme ça chez vous aussi? Oui, tout à fait, bien entendu, pour illustrer effectivement et compléter le propos, on a bien entendu chez nous des sujets d'outils numériques qui sont utilisés par nos collaborateurs en mobilité et notamment dans le domaine de la sécurité, des contrôles annuels de sécurité, outils qui sont par exemple complètement intégrés dans notre ERP et donc qui permettent d'avoir une traçabilité et de récupérer évidemment de la donnée. Et ça, c'est typiquement des exemples d'optimisation du quotidien. Ça fait partie des bénéfices dont je parlais tout à l'heure dans notre plan stratégique numérique. C'est un des bénéfices principaux sur lesquels nous travaillons, l'optimisation du quotidien effectivement de nos collaborateurs. Mais on a aussi évidemment pratiqué, et on pratique toujours, des états des lieux numériques donc qui sont faits avec des équipements. Donc, l'ensemble de nos collaborateurs ont été équipés. Nous avons aussi la signature de bail électronique et numérique. Et puis, nous avons aussi des collaborateurs. Donc, ça, c'est des ressources effectivement complémentaires, comme l'expliquait Jérôme à l'instant, sur la mise à jour de la donnée dans le cadre de notre vectorisation du patrimoine. Effectivement, toutes ces données, toutes ces datas doivent être constamment actualisées au fur et à mesure du programme des travaux et de l'évolution et du cycle de vie, je dirais, des bâtiments, ce qui génère aujourd'hui ce qu'on appelle le jumeau numérique ou l'avatar virtuel de nos bâtiments et qui vit en parallèle finalement du bâtiment physique sur l'ensemble du territoire. Donc on a aussi des sujets de maîtrise des risques. J'évoquais aussi en illustration ce principe-là. Dans la maîtrise des risques, on a par exemple des outils aujourd'hui numériques qui nous permettent de gérer nos obligations dans le suivi des diagnostics. Comme vous le savez, lors des états des lieux, on réalise énormément de diagnostics aujourd'hui, entre l'amiante, l'électricité, le gaz, le plomb, et j'en passe. Tout ça génère à la fois des obligations pour nous, bailleurs, de gestion du code de la santé publique et donc de maîtrise des risques à la relocation, mais aussi des sujets de code du travail et d'exposition potentiellement pour des entreprises et des prestataires qui interviennent. Toutes ces données-là, aujourd'hui, sont concentrées dans des outils de reporting et de gestion de ces obligations et sont mis à disposition à la fois de nos locataires, mais aussi des prestataires qui sont amenés à intervenir ultérieurement. Nicolas Blanchard, vous m'avez vu sourire tout à l'heure parce que vous avez parlé d'ERP et toute la matinée, on a passé notre temps à dire que c'était compliqué d'intégrer les données que fournissaient les startups, les objets connectés, etc. dans l'ERP. Et là, vous semblez-vous dire que c'est OK pour vous. Est-ce qu'il y a encore des progrès ou est-ce que chez CDC Habitat, vous avez un ERP magique que vous pourriez conseiller à tout le monde ? Non. On a un ERP qui est absolument connu, qui est développé par Sopra. Donc c'est ICOS, qui est utilisé par énormément de bailleurs en France. Je ne dis pas que c'est facile. C'est le prix de beaucoup de réunions et beaucoup d'investissements aussi de la part de notre SI pour pouvoir interfacer effectivement ces données avec notre ERP. Mais c'est vrai que la majorité de nos développements aujourd'hui sont faits en collaboration ou avec Sopra, qui est notre éditeur ERP. Très bien, merci de cette précision. J'ai une question qui fait le joint aussi avec ce que vous dites sur les services d'information. Bonjour, l'exploitation d'outils numériques dématérialisés provoque-t-elle une mort lente des DSI au profit d'experts BIM? Qu'est-ce que vous en dites ? Je
crois pas, parce que le BIM, oui, peut être un moyen et un vecteur sur lequel on peut capitaliser pour avoir un socle de données. Après, aujourd'hui, ce type de projet stratégique qui vont tourner autour de tout ce qui est digital et autres n'est pas l'apanage des DSI. C'est simplement en fait des projets qui sont portés par les différentes entités d'un organisme. Là aujourd'hui, Paris Habitat se projette justement dans cette vision stratégique qu'il veut donner à tout le bâtiment numérique à mettre en place sous 5 ans à peu près. Mais dans le groupe, le pilotage n'est pas que la DSI, c'est la DSI en fait partie, c'est la maîtrise d'ouvrage qui est intégrée, c'est l'exploitation. Et après, derrière, la DSI, la DUN, ou quelle que soit l'appellation qu'on peut y donner, derrière, elle aura la conduite du changement à apporter, qui sera de se dire, aujourd'hui, on travaille de cette façon avec tel type d'outils, demain, il faudra travailler de telle façon avec un autre type d'outils. Et c'est cette démarche-là, c'est plutôt cet accompagnement du changement dans lequel il y a une évolution de la vision du numérique. Guillaume Vial. Je partage complètement. Aujourd'hui, on numérise tout. Enfin, dire qu'effectivement c'est la mort de la DSI, je dirais plutôt l'inverse. La stratégie qui est déployée chez beaucoup de bailleurs, c'est d'avoir un ERP central et énormément d'applicatifs innovants développés par des startups tout autour. On en a tous de plus en plus, et donc il va falloir créer des ponts entre tous ces outils-là. Et donc c'est pas un expert BIM qui va faire ça, mais c'est clairement la DSI. Aujourd'hui, sur tous nos projets, la DSI est impliquée parce qu'il faut faire. On a aujourd'hui une démultiplication de nos applis, de nos outils connectés. Il va falloir les faire parler entre eux, et la DSI est la personne parfaite pour ça, quoi. Merci, vous m'offrez une transition toute faite sur l'innovation et le recours aux startups et aux entreprises innovantes. Vous savez que Digital Habitat est organisé par 32 partenaires, des startups, des entreprises innovantes qui ont des produits, des services à vous proposer, vraiment liés à vos métiers du logement social. Sébastien Métayer, comment est-ce qu'on fait place à l'innovation quand on est un bailleur social? Est-ce qu'on a un guichet, une oreille qui traîne, on reçoit les startups, on leur offre la possibilité de tester leurs solutions? Comment ça marche? Alors, pour faire le lien aussi avec la question précédente, clairement, aujourd'hui, en tout cas pour Habitat 76, l'équipe système d'information, elle a un rôle d'experte métier lié au système d'information. Par contre, elle est ressource et elle est au service des clients internes. C'est-à-dire qu'on a tous nos projets, quels qu'ils soient, ils sont portés par les services internes et pas par la DSI. Sur votre question, l'innovation, elle est multipliée. Historiquement, nous avons fait le choix, et ça figure dans notre ADN, l'innovation, de ne pas avoir une équipe dédiée à l'innovation, mais plutôt de diffuser cette culture de l'innovation, tant sur le volet technique que sur le plan commercial, que sur l'approche au niveau communication, même dans les fonctions support. Donc, d'essayer d'avoir les yeux grands ouverts, ça nécessite à différents niveaux dans l'organigramme de passer du temps en lecture, en rencontre, effectivement, en veille sur le plan serviciel, en veille technologique. Et puis il y a des innovations sur lesquelles on y va et on réussit, et d'autres innovations sur lesquelles on n'arrive pas à matcher, on n'arrive pas à conclure. Et ça fait partie aussi du niveau d'acceptation. Quand on part sur l'innovation, il faut accepter cette part de risque et le fait de ne pas aller ponctuellement et à la marge sur certaines innovations. Mais c'est vraiment ancré dans notre culture, et on travaille en termes de montée en compétences également pour pouvoir avoir des yeux grands ouverts, que ce soit en France ou à l'international, par rapport à ce qui se passe dans nos cœurs de métier. Et Sébastien Métayer, chez Habitat 76, est-ce que vous avez un petit exemple à nous donner d'une réussite, une success story, une confiance que vous avez accordée et qui se réveille payante aujourd'hui? Donc, on a fait plusieurs sessions de hackathon en interne, hein, avec des équipes de salariés, à la fois des personnes de terrain et des managers qui sont plutôt au siège. Et donc, ils ont eux-mêmes, ils ont gagné lors d'une année un hackathon pour développer une cagnotte. Et donc, un budget leur a été alloué pour pouvoir permettre à tous les salariés de proposer un projet, de pouvoir amener
non pas ces bitcoins, mais ces euros pour pouvoir développer des projets. Donc voilà des projets concrets de co-construction en interne à travers notamment un hackathon. Très bien, merci. Jérôme Puel, chez Arcade, comment vous gérez aussi ce rapport à l'innovation, d'aller chercher des solutions, de rester ouvert aux propositions, de faire confiance? Je vais vous répondre sur deux éléments. Sur le premier, c'est de manière très, très concrète. Nous sommes dans un certain nombre de réseaux d'innovation, participons à des accélérateurs de start-up, notamment un qui est bien connu dans notre secteur, qui est Impulse Partner, mais on est aussi dans le réseau, dans le réseau French PropTech. On est partenaire d'un fonds d'investissement. Bref, on a accès à pas mal de startups, ce qui nous permet de prendre pas mal d'idées et puis de tester pas mal de choses. La deuxième chose que j'ai envie de vous répondre, c'est comment tout ça fait système. Le sujet, c'est moins de lancer des POC dans tous les sens et de tester telle et telle startup pendant 6 mois et puis de passer à autre chose. C'est d'arriver à la fois à rester ouvert sur ce qui se passe, sur les nouvelles offres, sur les bonnes idées qui émergent, et notamment les organisateurs de ce colloque ne sont pas totalement étrangers pour ce qui est de notre secteur. Et en même temps avoir une vision d'ensemble, avoir une sorte d'architecture globale aussi, pour prendre la partie, le pendant SI de tout ça, qui nous permettent de faire système et que chacune des briques vienne participer à une sorte de fertilisation croisée. Donc c'est là qu'on en revient à la question des données et en lien avec ce que vous commenciez à évoquer malicieusement sur les ERP. Nous aurions tous intérêt à ce qu'on puisse avoir un système beaucoup plus ouvert, alors qu'aujourd'hui on est encore dans un modèle de forteresse. Ce serait intéressant qu'on puisse aller vers une sorte une plateforme, un Android du logement, et où on pourrait très facilement valoriser les offres des uns et des autres, plus facilement faire appel à telle nouvelle société ou telle nouvelle offre d'une société. Et aujourd'hui, c'est un des freins qu'on rencontre. C'est aussi ça qui ne nous permet pas d'avancer aussi vite qu'on voudrait dans notre transformation digitale. Donc, comme l'a très bien dit Nicolas Blanchard, on ne reste pas les bras croisés, on avance, on essaie de trouver des astuces, des solutions. Maintenant, peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte d'initiative commune, d'une façon ou d'une autre, de manière un petit peu idéaliste, pour créer un format plus ouvert d'échange de données et participer à la construction d'un système commun beaucoup plus ouvert. Voilà qui est une bonne idée à lancer. Nicolas Blanchard, est-ce que, entre acteurs de l'immobilier social, vous pourriez comme ça collaborer, partager des données, des informations pour avancer, pour évoluer ensemble? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a aussi une particularité, vous m'excuserez, on a créé effectivement il y a quelque temps un réseau qui s'appelle CDC Habitat Partenaire, qui permet effectivement de fédérer un certain nombre de réflexions autour de l'innovation, y compris, mais pas que. Et puis, je pense aussi notamment à l'USH, qui fédère aussi beaucoup de synergies, je dirais, sur un certain nombre de thématiques croisées sur l'ensemble des bailleurs du territoire et des sociétés immobilières. Donc, je pense que ça, effectivement, ce sont des plateformes et des espaces qui aujourd'hui, d'ailleurs, se digitalisent et permettent d'accélérer, je dirais, le mouvement dans les réflexions et la collaboration. Donc, chez nous, en tout cas, l'innovation est au cœur de notre action, évidemment, au quotidien. Elle met toujours au centre, quand même, je tiens à le préciser, le logement et le locataire. Le logement en tant que plateforme de service. On voit bien qu'on est obligé aujourd'hui de répondre à un certain nombre de nouvelles demandes. Donc, tout le monde aujourd'hui fait des enquêtes de satisfaction client et permet de faire évoluer effectivement cette satisfaction de manière mesurable. Et ça, c'est un challenge, je pense, pour nous tous. Et puis, elle met au centre, encore une fois, aussi de ces réflexions et de l'innovation, le fait que l'occupant doit être en interaction avec son environnement du logement. Et donc, pour ça, on a tout un tas de sujets et de développement de nouveaux services auxquels on répond. Alors, nous, on est très attachés à l'environnement, si je peux me permettre pour faire une petite parenthèse. On est très attachés à l'environnement et donc, on a des sujets, effectivement, qui aujourd'hui progressent sur ce sujet-là. Il est évident que les nouvelles approches de cycle de vie immobilier à travers, par exemple, la maquette numérique,
nous permettent aujourd'hui d'évaluer et en tout cas de mieux évaluer la performance de nos services, des performances tangibles et mesurables du coup par la satisfaction client. Et on va s'intéresser à répondre à des questions aujourd'hui qui sont actuelles et puis sans doute qui vont progresser dans l'avenir sur est-ce que je vis dans un logement plus sain? Est-ce que je vis dans un logement en sécurité? Est-ce que voilà, mon logement est bien connecté? Puisque aujourd'hui, les promoteurs nous proposent ce type de produit quand même de plus en plus sur le territoire. Est-ce que j'ai un logement plus durable qu'avant? Et est-ce que tout ça est mesurable? Est-ce que mon logement est adapté? Vrai sujet aussi vis-à-vis, par exemple, de la population. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse pour expliquer un petit peu les thématiques d'évaluation performantielle et tangible que nous mettons en œuvre dans le groupe et qui forment finalement ce que l'on appelle l'innovation dans mon domaine, en tout cas, hein, de l'exploitation et de la maintenance du patrimoine, qui forme l'innovation et qui est au cœur de notre action. Et on a tout ça organisé de manière assez libérée en termes d'innovation, un petit peu comme l'expliquait Sébastien tout à l'heure, mais de manière organisée. Donc on a créé il y a quelque temps des task force, par exemple, qui ont réuni de manière très transversale l'ensemble de nos métiers, nos collaborateurs sur le territoire, autour de réflexions et notamment autour de l'habitat connecté, pour ensuite formaliser, je dirais, une perspective essentielle pour nous, qui est basée sur le fait qu'on doit bien comprendre que cette nouvelle approche du cycle de vie des bâtiments à travers le numérique nous permet aujourd'hui de mieux répondre à la valorisation et aux deux axes principaux de valorisation dans cette activité-là, que sont la performance des équipements et des bâtiments et la valorisation des services auprès du client. Très bien. Guillaume Viel, vous aussi chez Batigère, vous partagez, vous échangez, vous avez la volonté d'avancer ensemble avec les autres acteurs de l'immobilier social, ou en tout cas au moins avec vos partenaires habituels? Oui, et exactement. Enfin, moi, je suis très confiant pour l'avenir. Aujourd'hui, chaque bailleur, notamment, se réunit autour de cette table. On avancé sur des sujets un petit peu différents. Certains sont en pointe et donc, du coup, font bénéficier aux autres après de leurs avancées. On peut citer effectivement des points où Batigère était en avance. Peut-être l'intranet locataire, on était dans les premiers. Du coup, d'autres avec Aeron, Imoer et d'autres effectivement nous ont rattrapés. À l'inverse, on en parlait ce midi avant cette réunion sur la gestion des impayés de manière un peu prédictive. On est mauvais, d'autres bailleurs ont été très bons et aujourd'hui on va bénéficier effectivement de leurs expériences pour capter un petit peu ce qui s'est fait et avancer plus vite. Et c'est valable sur tous les sujets. On a créé un outil pour gérer nos copropriétés. On est intégré dans plus de 200 copropriétés. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On l'a développé pour Batigère, d'autres bailleurs en bénéficient. Et les exemples comme ça peuvent se démultiplier. Donc, je suis très confiant sur les années qui viennent. Merci beaucoup. Nicolas Blanchard, même sujet. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit, et c'est vrai qu'il y a des organismes comme l'USH qui sont aussi là pour refédérer, et c'est vrai que sur les dernières années, on a un partage d'expérience qu'on n'avait pas forcément sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on avait des retours d'expérience, des partages de projets sur des données réglementaires, sur des politiques d'achat, sur des fonctionnements et autres. Depuis peu, effectivement, tout ce qui est autour des outils numériques, de la digitalisation, il y a des retours d'expérience, il y a du partage, il y a de la mise en commun. Aujourd'hui, quand vous instruisez un dossier au fonds de soutien de l'innovation, la plupart du temps, on vous demande d'abord est-ce que c'est en multi-organisme ou est-ce que c'est en tant qu'organisme tout seul. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi la volonté à travers toutes les expérimentations qui peuvent être faites, à travers les startups dont on parlait tout à l'heure, c'est, oui, bien qu'un organisme déploie quelque chose ou teste quelque chose avec quelqu'un. En revanche, est-ce que ce test va être partagé? Est-ce qu'il va être fait sur plusieurs organismes avec différents niveaux d'implication? Et ça, c'est des mécanismes qui, il y a quelques temps, n'étaient absolument pas dans nos résolutions. Très bien. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Cyril Fabre. Merci à toutes, à tous. Sébastien Métayer en distance, Nicolas Blanchard depuis San Francisco, Jérôme Puel, Guillaume Viel et Cyril Fabre. Merci beaucoup de votre participation cet après-midi à cette table ronde pour les journées connectées de l'immobilier social digital Habitat. On se retrouve dans quelques instants à 15h précises.
dans 25 minutes. On se retrouve pour une table ronde sur la relation client, évolution numérique ou révolution des usages. Voilà, on rentrera dans ce détail-là avec de nouveaux intervenants. Encore merci et bon après-midi à tous. On se retrouve dans 25 minutes à 15h précise. À tout à l'heure.